Et merci beaucoup, c'était tout à fait passionnant de voir que la science et la science-fiction, moi qui suis plutôt un scientifique, pas un physicien, mais un scientifique, je ne pensais pas qu'on pouvait... on peut faire des liens très étroits. Aussi, en fait, il faut la prendre du bon côté, on peut s'amuser avec. Là, j'ai pris des côtés où ça marche. Enfin, on peut faire un peu des choses cohérentes. Donc, j'ai fait du cherry picking. J'ai choisi des scènes. Il y a des tas de scènes dans Tintin qui sont fausses, enfin, qui marchent absolument pas du point de vue de la physique. Et dans des films de science-fiction, il y a presque que ça. Enfin, il n'y a pas presque ça, mais il y en a énormément. Donc, on peut faire ce lien-là et discuter. Voilà, c'est ça le truc amusant, c'est essayer de se poser des questions sur le monde que l'on voit dans ces films. Ou en général, c'est ça l'avantage de la science-fiction, c'est que ça n'avance pas masqué. C'est une science-fiction. On sait que c'est faux d'une certaine façon. C'est une fiction. On vous raconte des histoires. C'est pas comme les fake news. Les fake news, on ne sait pas si c'est faux. Enfin, on sait que c'est des fake news après, mais il a fallu passer un temps considérable pour les débunker avant et pour se rendre compte que c'était de la bêtise qu'on vous racontait. Alors que là, on sait que c'est faux par avant. Donc c'est intéressant. La réponse, on sait que c'est faux. La question, c'est pourquoi c'est faux. C'est ça la question intéressante. Est-ce que ça peut amener, après j'arrête de poser la question, est-ce que ça peut amener à vous poser des questions particulières qui vous permettraient de générer une hypothèse et de faire une dans découverte? Dans la recherche pratique, non. Oui. En fait, c'est plutôt à l'inverse. Ça permet de montrer concrètement, d'une certaine façon, comment le cerveau des physiciens, des physiciennes ou des scientifiques en général travaillent les questions qui les intéressent. C'est-à-dire comment ils essaient d'élaborer des hypothèses, de construire ça. On pourrait appeler ça, entre guillemets, la méthode scientifique. On fait des hypothèses, on essaie de vérifier d'autres, souvent, pas vous-même, vérifier si c'est dans le réel, et de constater surtout que, en fait, dans la pratique scientifique, dès qu'on a une nouvelle idée qui arrive, tout le monde essaie de la casser. Parce que si on la casse, on a une certitude, ce n'était pas une bonne idée. Et si on la casse pas, bon, on continue à taper dessus jusqu'à ce qu'on la casse. Et des fois, ça résiste longtemps. Et ce qu'on n'a pas cassé, les idées qu'on n'a pas réussi à prendre en défaut dans le réel, d'observation, d'expérimentation, on les garde. Elles s'appellent le cours de physique de première, de terminale, de l'université, et les outils qu'on utilise dans la science, et qui sont testés, qui sont souvent remis en question, pas remis en question, mais testés pour vérifier qu'ils ne cassent toujours pas. Donc c'est pour montrer finalement que la science, elle évolue en éliminant les choses non pertinentes, et que les seules certitudes qu'on a, c'est les choses fausses. Le reste, c'est une vérité temporaire, quoi. Enfin, ça fonctionne, on a confiance. On a une grande confiance, ça a été élaboré longuement, et ça a passé tous les tests, des centaines, des fois des milliers de tests pour les casser, et ça a résisté. Donc on les garde. Ok, vous êtes très popérien sur ça. Oui, c'est ça, mais c'est... Ah oui, bien sûr, alors, je dis ça, c'est déjà pour avoir une idée, parce qu'après, il y a les subtilités. Mais déjà, quand on a compris ça de fonctionnement des sciences, c'est déjà, je pense, on est déjà un peu au-dessus de la mêlée par rapport à, je sais pas, CNews, enfin j'en sais rien. Vous en nommez. Ça, c'est pas difficile. C'est pas difficile, mais voilà. C'est-à-dire que c'est pas difficile d'être au-dessus, mais c'est pas facile de dire comment être au-dessus. Évidemment, quand on voit le degré zéro de niveau qui est présenté, bon, on a l'impression que c'est pas difficile d'être au-dessus. Mais c'est pas facile d'être au-dessus en ayant des arguments, enfin, pour dire pourquoi ça marche pas eux et pourquoi il y a d'autres façons de présenter les choses. Donc ça permet de construire, même si c'est un point de départ, hein, cette chose dont vous parlez, de Karl Popper, qui est cette philosophe des sciences qui a élaboré qui a élaboré une sorte de critères, on pourrait dire ça comme ça, pour distinguer un propos, une pratique qui serait scientifique d'une qui ne le serait pas. Après, on a évolué encore derrière, il y a des subtilités derrière. Mais avec ça, déjà, on a un petit viatique. Bon, si on a compris ça, déjà, c'est bon. On est déjà bien au-dessus de la mêlée pour pas mal de choses. Okay. Il y a des amateurs de Tintin qui veulent, ou de Star Wars qui veulent poser une question. Ou d'autres choses, hein, parce que d'autres choses, non. Si je sais y répondre, c'est avec plaisir. Et puis il y a d'autres films où il y a de l'astronomie. Hein, je n'ai pas de parler de tout, sinon on est foutu. Amateurs de Tintin. Je vous remercie beaucoup pour cette conférence qui est absolument passionnante. Effectivement, ça fait découvrir beaucoup de choses et qui n'est pas de la naïveté du tout. Je voudrais savoir, est-ce que le télescope James Webb a déjà cassé des concepts aujourd'hui qui étaient soi-disant établis? Alors, il n'y a pas de choses forcément établies elles sont plutôt de l'ordre de l'hypothèse. C'est-à-dire, il y a des choses, surtout en astrophysique, il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites sur la formation des planètes, par exemple, ou sur la façon dont les galaxies évoluent, ou sur la formation des planètes et des systèmes stellaires. Alors, par exemple, ce que va faire le James Webb, c'est pas tant qu'il va pas... oui, on peut dire qu'il va casser certaines de ces hypothèses. Il y a des scénarios, il y a toujours plusieurs scénarios en concurrence, comme j'ai le montré là dans le cas de Mustafar, où j'avais deux scénarios concurrents. C'est une planète en formation ou c'est un satellite d'une géante gazeuse. Il y a plein de scénarios planétaires en formation. Et ce que va aider à faire le James Webb, c'est de faire le ménage là-dedans. Évidemment, il va en casser, mais il n'y en a pas un qui va, peut-être il n'y en a pas qu'un seul qui va résister, peut-être ils sont tous morts, peut-être il y en a 3 qui vont survivre et 42 qui seront morts.
on ne sait pas encore à l'avance, mais ça va en déblayer un certain nombre, parce que lui, et là il y a une image spectaculaire qui est sortie récemment, où on voit le disque protoplanétaire qui masque la lumière de l'étoile, et on voit tout, mais il est posé, c'est hallucinant, il est posé comme sommet de l'espace, mais il est là, on le voit, c'est pas... Donc on sait en plus il s'évase vers l'extérieur comme on l'imaginait, donc on voit d'emblée qu'il y a tout un tas de scénarios qui disent que s'évasent. Bon, ben ceux-là, ils ont bon, entre guillemets. Après, on va voir la suite. Ben ceux-là, ils ont bon. Bon, et les autres, ben, ils n'ont pas bon, dehors. Et après, il y a plein d'éléments qui vont venir nourrir certains scénarios et d'autres qui vont être évincés. Donc, bien sûr, c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir un nouvel instrument comme ça. Ça va permettre de faire le ménage un peu dans tout un tas de scénarios. Ça fera le ménage. Et dans les situations, surtout en astrophysique, on n'est pas sur place, on n'est pas dans un laboratoire de physique, où ça reste compliqué de faire une expérience de physique. Des fois, c'est une expérience comme le CERN, donc c'est une grosse expérience, ça prend du temps. Et c'est compliqué. Mais en astrophysique, on n'est pas sur l'objet, on ne peut pas y aller vérifier sur place, enfin, on est de loin, c'est que de l'observation. Donc il y a souvent, en astrophysique, beaucoup de scénarios, les théoriciens ne sont pas avares de scénarios, qui sont en concurrence. Mais ça permet de faire un sacré ménage quand un instrument comme ça arrive, effectivement. Et ça va concerner tant les galaxies, la formation des galaxies, des premières galaxies et des premières étoiles, que la formation des étoiles en général, mais aussi les planètes, les exoplanètes qu'on va pouvoir observer déjà directement, c'est déjà fait. On a vu des exoplanètes comme un point lumineux sur le fond du ciel, ce qui avait été fait qu'à 2 ou 3 reprises avant le James Webb, dans des conditions un peu particulières. Et là, ça risque d'accumuler avec le James Webb. Plus pouvoir faire, alors un truc génial, la spectroscopie de l'atmosphère de certaines de ces exoplanètes. Donc détermination, ça a déjà été fait une fois, sur une exoplanète avec le télescope James Webb, de déterminer la composition de l'atmosphère de cette planète. Alors là, c'est génial. Donc oui, il y a des trucs nouveaux, il faudra bien faire avec. Il y a des nouvelles observables qui vont produire des scénarios concurrents, et il y a des nouvelles observations qui vont évincer des scénarios déjà existants grâce aux observations préalables, qui existaient avant le James Webb, et qui vont être déblayés parce que James Webb dit « Ah non, ça et ça, c'est pas bon, mais ça. Bon, ça encore, on peut garder. » Ça va faire le ménage. C'est comme ça que ça marche. Il y a une sorte de darwinisme des théories. C'est un peu ça. Quand je dis théorie, ça veut dire plutôt des hypothèses. On a souvent tendance à dire « ton truc, c'est une théorie. » Non, c'est une hypothèse. Les théories, c'est censé, en physique, en tout cas, ça fonctionne normalement. Théorie de Newton, bon, ça marche. Bon, après, il y a Einstein, il y a des subtraits, que dire, mais bon. Essentiellement, les fusées décollent bien, grâce à Newton, pour l'essentiel. Y a-t-il d'autres questions ? Ah, voilà. Bonsoir. Donc moi, je suis, oui, comme vous l'avez deviné, fan de Star Wars, un peu moins de Tintin. Mais ah oui, là, j'ai vu que vous étiez au point sur Star Wars. Avant ça, c'est surtout l'ancêtre de Star Wars, c'est Fondations d'Asimov, en fait. Et alors, je vous cache pas que je suis un petit peu déçu que vous n'ayez pas parlé d'Asimov, parce que pour moi, c'est en termes de science-fiction, c'est un peu je peux parler de plein de trucs. Il y a tellement de trucs à dire en science-fiction, on est foutu, quoi. Et vous reviendrez. Ouais. En fait, voilà. En fait, c'est l'influence d'écrivains comme Asimov ou de BD, de Hergé, etc., sur les scientifiques actuels. C'est-à-dire l'influence de la science-fiction sur la science actuelle. En fait, la science-fiction a eu une influence, peut avoir une... Alors, il y a eu toutes les situations. Zéro influence. C'est des scientifiques qui ne lisent pas de science-fiction et qui même n'aiment pas la science-fiction parce que forcément, ça ne marche pas, ça ne les intéresse pas. Il y en a qui sont venus à la science parce qu'ils ont lu de la science-fiction. Il y en a qui sont venus à la science d'abord et qui ont lu de la science-fiction ensuite, c'est mon cas. Et puis, il y a aussi la science-fiction qui a affermi le goût pour les sciences. C'est-à-dire, d'une certaine façon... des gens intéressés par la science-fiction, par la science, en lisant de la science-fiction, se sont rendus compte que c'était vraiment intéressant, la science-fiction, et ça, ils se sont dit, mais je vais quand même continuer à faire de la science. Je vais pas écrire de la science. J'aurais pu dire quand j'étais petit, la science-fiction c'est super, je vais en écrire, ou je fais autre chose. Donc, je dirais plutôt que la science-fiction, elle a au mieux servi de sergent recruteur, on va dire, de scientifiques. Mais il y en a qui sont contre-foot, qui n'en lisent pas, ou qui n'aiment pas ça. Ils en ont lu, mais ils n'aiment pas ça. Donc, il n'y a pas de corrélation, j'ai l'impression, automatique entre je suis scientifique, donc j'aime la science-fiction. Est-ce que ça a permis de générer des hypothèses ? Non, jamais, enfin pas à ma connaissance, jamais. En revanche, ça a servi de vecteur de diffusion de certaines hypothèses. Et ça passe, quand je dis hypothèses, il y a des champs de recherche, par exemple, pour un élément de recherche. Mais ça a servi de vecteur de diffusion et même de passeur. Il y a un cas comme ça qui est très emblématique, c'est le cas de ce qu'on appelle l'ascenseur spatial, la possibilité de tendre un câble accroché au sol, le tendre vers le haut. Alors il faut réfléchir un petit peu comment on fait ça. Et un truc un peu long qui fait 144 000 km de long pour être à l'équilibre. Il faut qu'il ait cette longueur
pour être à l'équilibre entre son poids et la force centrifuge, puisqu'il est accroché à la Terre. Et après, on monte le long du câble, quoi. Donc, pour aller dans l'espace, facile, vous appuyez sur 47 millième étage et vous êtes en haut. Voilà. Et après, une fois que vous êtes là-haut, vous sortez, vous êtes dans l'espace. Enfin, il faut faire un petit effort pour ne pas retomber, mais il y a quelques détails à régler. Mais essentiellement, c'est beaucoup plus facile d'accéder à l'espace comme ça que par une fusée où c'est très compliqué, finalement. Et donc, l'ascenseur spatial, ça a été imaginé par un Russe en 1959, qui s'appelle Yuri Artsounatov. Et c'est arrivé aux oreilles d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Arthur Clarke, qui en a fait un roman qui s'appelle Les Fontaines du Paradis en 1975. Et en 1977, il y a un ingénieur américain qui s'appelle Jérôme Pearson qui a lu Les Fontaines du Paradis. Qui a dit, mais c'est génial, c'est ça qu'il faut faire. Et hop, là, il a commencé à faire les calculs, mais lui, il a cru que ça venait de la science-fiction, mais ça venait du russe qui s'était passé par la science-fiction. Donc il y a eu des fois des astuces comme ça, où on a l'impression que ça vient de la science-fiction, mais non. Même Jules Verne qui invente son sous-marin, en fait, il n'a rien inventé du tout. Le sous-marin existe déjà à l'époque. C'est un truc moisi, hein. On est dans une capsule, on pédale, littéralement, on pédale. Alors, soit avec les bras, soit avec les pieds, ça dépend de la forme du sous-marin, mais on est sous 20 cm d'eau avec un tuyau pour respirer, enfin, c'est un truc minable. Et d'autre côté, il y a les moteurs électriques qui existent déjà. Donc, il a fait un assemblage assez spectaculaire, il n'y a rien à dire, du point de vue de la mise en scène du sous-marin, etc. Il a mis un salon bourgeois dans un sous-marin qui va sous les océans pour nous montrer les merveilles des océans. Ça, c'est spectaculaire. Mais en fait, la science-fiction, là où elle est plus intéressante, et là, elle a inventé des choses, elle s'est posé des questions avant que les scientifiques, et plutôt les gens des sciences humaines, en fait, se les posent. C'est la science-fiction, c'est par les conséquences des objets techniques, de l'usage d'objets techniques. Donc, par exemple, Jules Verne, on dit le sous-marin, c'est génial, extraordinaire. Bon, d'accord, ne minimisons pas l'effort intellectuel de mise en scène de ce sous-marin du Nautilus. Mais ce qu'on regarde moins, et ce qui me paraît en fait beaucoup plus intéressant, c'est qu'en ayant ce sous-marin, Nemo peut couler impunément, et d'ailleurs il le fait dans l'histoire, peut couler impunément les navires anglais, puisque Nemo est un Indien, donc les Anglais ils les aiment pas. Il voit un navire anglais, il coule le navire anglais. Voilà, point. Impunément. Donc il est littéralement avec son unique sous-marin et toutes les possibilités de la mer, des océans, qu'il maîtrise, puisqu'il va récupérer tout un tas de choses au fond des océans, eh bien, il est le maître du monde, le maître des océans, devant les Anglais, à l'époque. Donc, la conséquence, elle est là. C'est si vous avez des sous-marins comme Nemo, alors vous êtes le maître des mers. Point. Et voilà, vous n'avez qu'à parler des U-boats et les Allemands en 1940 quelque chose, vous avez compris, quoi. Enfin, je veux dire, il le dit avant que ça se fait. Ça, c'est ça le truc vraiment important. L'innovation de Jules Verne, elle n'est pas dans le sous-marin qui met en scène, et ce n'est pas négligeable déjà, mais c'est vraiment dans les conséquences que ça a d'en avoir un. Et un seul suffit. Et c'est pareil, il y a un auteur américain qui s'appelle Frédéric Paul, qui a dit, en gros, enfin je rapporte ses propos pas mot pour mot, mais c'est en gros ça l'idée, en gros, inventer la voiture, c'est pas très difficile, ce qui est plus difficile, c'est d'inventer les bouchons. Donc ça veut dire, vous êtes auteur de science-fiction, vous êtes au 19e siècle, avant que la voiture arrive, la voiture, c'est rien, c'est un cheval mécanique. Donc, bien sûr, il faut un effort d'imagination pas négligeable, mais il y a des moteurs qui existent, il y a des chevaux qui existent vivants, et vous faites un cheval mécanique. Et après, la façon dont ça tourne, réaliste ou pas, on s'en fout, c'est assez facile à penser. Mais encore une fois, il y a un effort d'imagination à faire, le mettre en scène. Mais le plus dur là-dedans, c'est qu'est-ce que ça aura comme conséquence? C'est que ce cheval mécanique, un jour, il y en aura tellement qu'il y aura des bouchons. Ce cheval mécanique, il va être alimenté à quelque chose qui, au lieu de nous faire des déjections de merde de cheval qu'on ramasse pour mettre dans les champs, ça va être un truc qui s'appelle du CO2 qui vont pourrir la planète au point que peut-être elle sera inhabitable. Voilà les choses intéressantes de la science-fiction. C'est là où elle fait les innovations. C'est dans les conséquences des objets techniques qui sont mis en scène et qu'utilisent les humains, qui produisent des humains. C'est là où elle est vraiment intéressante. Et donc les innovations ne sont pas tellement techniques, même s'ils inventent des fois des objets, on a l'impression de les avoir déjà vus. Enfin, on dit, ah ouais, c'est comme dans le film machin. Parfois ça tombe juste, quoi, comme le sous-marin finalement électrique de Jules Verne. Mais c'est pas tellement là où ils sont les plus intéressants, c'est dans les innovations sociales, politiques. C'est là où c'est vraiment, ils sont forts, mais très très forts. Parce que là, ils ont fait plein de trucs. Et dans les anciens, et des trucs vachement bien. Donc, là, respect pour eux. Donc voilà, c'est plutôt dans ce domaine-là, dans ce point-là, que je dirais que le lien, il est très fort. C'est dans la conséquence des objets techniques sur les humains. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup pour cette conférence. Mais inversement, moi, je dirais que dans Star Wars, il y avait quelques innovations. Je ne sais pas, moi, je l'ai vu assez jeune et je me suis dit qu'il n'y aurait plus jamais d'embouteillage.
Je me souviens très bien, ils étaient sur un petit bâton et ils volaient. Chacun avait individuellement son bâton. Oui, alors. Je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas, bien sûr. On peut imaginer ça. Mais alors, vous avez remarqué aussi, quand c'est dans la ville des Jedi, là, quand c'est Coruscant, les trucs volants, on les voit à la queue leu. Il faut quand même, ça peut pas être carnaval, ça peut pas être n'importe où le bordel, sinon en 3D, c'est carnaval, il y a trop d'accidents, trop compliqués. Donc, ils ont comme les avions d'ailleurs, les avions, ils font pas ce qu'ils veulent. Ils ont des couloirs aériens qui sont obligés dessus. Là, il y a pareil. Il y a des couloirs aériens, donc en fait, vous feriez la queue pareil, en ne pouvant pas sortir. Vous pouvez, mais vous ne le faites pas parce que c'est interdit. Comme vous pouvez rouler sur la bande d'arrêt d'urgence quand il y a un bouchon sur l'autoroute, mais vous ne le faites pas parce que c'est interdit. Voilà. Et parce que des autres gueuleraient aussi, mais surtout parce que c'est interdit. Et donc, du coup, il y a quand même, on voit bien qu'ils ont plein de contraintes avec leurs trucs. Mais on pourrait, bien sûr, il y a des objets techniques, on peut dire, c'est génial, on va faire des trucs. En même temps, les voitures volantes, c'est complètement con parce qu'il faut payer de l'énergie pour rester en l'air. Une voiture à l'arrêt, ça coûte rien. Vous la posez, elle est là, elle attend comme une. Voilà, elle attend. Une voiture volante à l'arrêt, elle tombe, quoi. Donc du coup, c'est complètement con, la voiture volante. Je m'excuse, mais tous les gens qui disent oui, mais les voitures volantes, on aura là, au JO 24, on aura des taxis volants. Mais je veux dire, ils se foutent de notre gueule, quoi. Marchez. Faites du vélo. Enfin, je veux dire, bon, bref. Donc voilà, il y a des trucs, des fois, les voitures volantes, on les a toujours pas si on ne les a pas dans le réel, alors que on pourrait, enfin, je veux dire, c'est des hélicoptères, on voit bien que c'est totalement disproportionné au regard de ce qu'on peut faire, au regard de l'objectif atteint. Donc on voit bien qu'il manque un truc, quoi. Il y a bien des hélicoptères, il n'y en a pas beaucoup. Puis ceux qui les utilisent, je peux vous dire, ils achètent et tempent, quoi. S'ils ne sont pas contents, ils achètent et tempent. Ils ont vraiment les moyens, enfin pas tous, mais il y a quand même, voilà, c'est réservé. On le voit d'ailleurs aussi dans Star Wars. J'ai un copain géographe qui est un spécialiste des villes et des mégalopoles terrestres, notamment en Amérique du Sud, et qui fait des comparaisons. Il s'appelle Alain Musset. Il fait il a tout un discours sur les villes de science-fiction, parce que souvent, bien sûr, elles sont comme pour les machines, elles sont inspirées des machines réelles, donc des villes réelles finalement, et des fois amplifiées ou transformées un peu. Et il regarde, il voit les riches dans Star Wars, vous voyez, dans Coruscant, ils sont toujours au sommet des tours. En bas, c'est l'extraterrestre, la racaille, fait tous les machins. Et puis, au sommet de la tour, voilà, vous sortez sur votre balcon, il y a un vaisseau volant, parce que là, vous êtes au 250e étage, donc il y a un vaisseau volant qui s'approche, vous montez dedans, vous partez, blabla. Ça existe en vrai. Hein. À São Paulo, au Brésil, il y a des gens qui habitent au dernier étage, dans les 50 derniers étages des tours, et sur le toit, il y a un héliport qui vont sur la tour d'à côté, ou au 80e étage, il y a le centre commercial qui va bien, et ils se déplacent par hélicoptère Et vous voyez, c'est pas vous et moi, vous avez compris que c'est les boss. Merci pour ces C'est ceux qui ont les thunes. Donc, vous voyez, il y a toute cette histoire-là. Effectivement, on peut être pris par ces images, parce que c'est ça qui crée la science-fiction. Enfin, il y a une iconographie spectaculaire, incontestablement. Donc, c'est ce qui provoque ce que les Américains appellent le sense of wonder. On dit, waouh, c'est super, quoi. On a envie de le voir en vrai. Puis après, on réfléchit un peu, on se dit, ouais, est-ce que c'est bien raisonnable? Et puis, est-ce que c'est possible? Après, techniquement, des fois, ça l'est. La voiture volante, ça l'est, mais c'est pas raisonnable. Après, les trucs qui sont juste impossibles. Les vaisseaux qui n'ont plus que la lumière ou les machins incroyables, bon, non, ça marche pas. Mais ça, c'est la physique, on n'y peut rien. Et donc, du coup, voilà, il y a tout cet écart au réel, quoi. On peut classer les impossibles de la science-fiction. Il y en a qui sont rédhibitoirement impossibles, au sens où ils violent les lois de la physique. Il y en a qui sont impossibles parce que c'est trop dur à faire en pratique, trop énergétique, trop de matériaux. Il y en a qui sont plausibles, pensables. Et pas forcément facile à faire, mais on peut les penser. Ils rentrent dans notre cadre, pas encore réalisés. C'est plutôt rare, en fait. Oui. Alors, j'envisageais une question sur 2001, l'Odyssée de l'espace, mais petite parenthèse sur le Brésil, il y a même de l'Uber hélicoptère. Ah oui, probablement. Oui, voilà. Écoutez, dans la mesure où ça se vend, où ça s'achète, alors ça se vend, quoi. Bien sûr, de l'Uber hélicoptère. Putain, c'est dingue, ça. Mais donc, sur 2001, l'Odyssée de l'espace, qui m'a toujours fasciné, vous y voyez l'analyse de la société et des assistants vocaux tels qu'on les connaît aujourd'hui? Les assistants vocaux, parce que vous pensez à HAL, c'est ça ou à... Oui, bien sûr. Alors, HAL, il est bien supérieur aux assistants vocaux actuels. Les assistants vocaux qui sont déjà font des trucs extraordinaires, mais HAL, il est bien supérieur, hein, parce que lui, il pense. Enfin, c'est une intelligence artificielle forte, quoi. Il est capable de faire bien d'autres choses, HAL. Donc c'est au-delà de ce qu'on sait faire, quoi. Bien au-delà pour HAL, bien au-delà. En plus, il maîtrise le langage parlé nickel. Enfin, il a une intonation. Enfin, HAL, j'ai un copain linguiste aussi qui a travaillé sur HAL, particulièrement sur HAL. C'est un linguiste qui travaille dans le TAL, dans le traitement automatique des langues. Et juste HAL, il me dit, c'est inatteignable au regard de ce qu'on sait faire actuellement. On fait faire des choses incroyables maintenant par rapport à il y a ne serait-ce que 15 ou 20 ans.
HAL, c'est un niveau au-dessus pour plein de raisons qui sait mieux raconter que moi. Mais non, HAL, c'est fort. Merci pour cette conférence passionnante. J'avais une question. Donc là, vous faites une analyse a posteriori de certains ouvrages. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de faire une analyse a priori, avant que l'œuvre sorte ? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai des auteurs ou des autrices de science-fiction m'ont demandé parfois, il ne faut pas dire des conseils, mais enfin discuter. Ils ont un point technique donc, qu'ils veulent résoudre, et qui veulent le résoudre de façon soit spectaculaire, soit proche de la science. Enfin, ils ont des contraintes narratives, et on essaie de trouver une solution la moins délirante possible, voire une solution qu'ils n'imaginaient pas, parce qu'ils ne sont pas toujours savants en sciences, bien sûr. Donc il y a des fois des choses où ils disent, je leur dis, ah non, mais pas besoin de faire ça, il y a ça, et ça va marcher aussi très très bien. Donc oui, c'est arrivé plusieurs fois. Hein ? Vous pourriez travailler pour Marvel, peut-être ? Pour Marvel, alors Marvel, c'est des super-héros, là, des fois c'est un peu super, quoi, un peu trop super. Mais c'est arrivé à plusieurs reprises, oui, c'est arrivé à plusieurs reprises. Alors pour des choses bêtes comme des planètes, enfin bêtes, au sens structurer une planète de manière plausible, un cadre géologique, astrophysique, physique, atmosphérique, climatique, plausible, à défaut d'avoir tous les détails. Moi, je ne suis pas spécialiste dans tous ces domaines, évidemment. Et ça peut être aussi, des fois, pour les objets techniques, pour des vaisseaux, on veut un vaisseau qui fasse ci ou ça, mais qui reste raisonnable, comment on peut bricoler des choses. Ou des sources d'énergie. Non, ça arrive. C'est assez sympa, d'ailleurs, comme collaboration, pour faire quelque chose qui tienne la route. Mais après, bien sûr, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est une histoire, donc on a le droit de ne pas respecter les règles du monde réel, quoi. Oui. Oui, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, le réchauffement climatique, les guerres, etc., pensez-vous que la planète des singes nous guette ? Alors, celle de 1968, ouais, c'est ça de... Oui, la première. Oui, la première, bah oui, parce qu'il y en a eu d'autres derrière, mais Franklin Schaffner, oui, ça reste... Je ne sais pas, mais en tout cas, on est en train de partir, on est sur de mauvais rails, on va dire ça comme ça. On est sur de mauvais rails, certainement. Mais bon, je ne sais pas, ça c'est un peu essayer de se lancer. La science-fiction, elle n'essaie pas tellement de deviner l'avenir, d'une certaine façon. Elle raconte des histoires, d'abord. C'est un art, c'est une littérature, elle raconte des histoires. Et pour que ça se vende, et pour que les gens qui en écrivent essaient de vivre de leur plume. D'une certaine façon, c'est ça d'abord sa fonction. C'est faire vivre des gens qui créent des histoires que d'autres lisent. Mais elle a aussi, parce qu'elle met de la technique dedans, et la technique est au cœur de sa narration, comme la technique sont au cœur de nos vies, elle met ça intrinsèquement dedans, et donc ça pose des situations où il y a des humains qui ne réagissent pas comme dans les œuvres habituelles, en littérature habituelle, parce que la technique est évacuée. Enfin, la technique dans les littératures habituelles, ça n'existe pas, ou c'est un décor. Là, c'est pas un décor, c'est une planète peut être un personnage, un vaisseau peut être un personnage, ou un élément important de la narration, et qui influence absolument tous les autres personnages. Donc, pour revenir sur ces questions de changement climatique, la science-fiction, elle n'essaie pas de prédire le futur, d'une certaine façon. Elle ne prédit pas le futur. Elle peut, si on regarde toutes les œuvres qui sont produites, ça fait une sorte de répertoire un répertoire des futurs, mais qui sont incohérents, qui sont fabriqués par des gens qui veulent aussi vivre de leur plume, donc ils choisissent plutôt des histoires dystopiques, quoi. Enfin, ça marche mieux. Les histoires de bisounours, ça se passe pas bien. Enfin, ça se passe pas bien, ça se vend pas bien, on a beau dire. Sauf c'est les enfants peut-être, mais pas longtemps du coup. Après, ils aiment mieux les histoires où ça patate, où il se passe des trucs, où ça pète. Donc du coup, ils ont tendance à favoriser la dystopie aussi, quand même. Donc il n'y a pas souvent d'histoires. Il y a des utopies aussi, mais pas beaucoup. Bon, des choses qui ressemblent à des utopies. Donc pour notre affaire à nous, c'est mal engagé, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas besoin de faire de la science-fiction pour le dire. Il n'y a qu'à regarder les rails, on voit que... On ne sait pas, mais la direction n'est pas très bonne, quoi. Une question d'abord là-bas. Oui, question un peu naïve. La plupart des films dont vous parlez, ou des œuvres de science-fiction, qui traitent d'astrophysique, parlent de voyages interstellaires, voire même intergalactiques. Donc, en supposant que les héros se déplacent, partent et reviennent, sans que rien ne se soit passé dans le temps ou quoi que ce soit. Donc, ça suppose qu'ils s'en sortent par voyage dans l'hyperespace, etc., vitesse supraluminique. Ils trouvent des astuces. Parce que Est-ce qu'il y a, dans la physique actuelle, je ne sais pas, dans les cordes ou je ne sais pas quoi, je connais rien je comprends rien dans les nouvelles physiques, est-ce qu'il y a quelque chose, un embryon de quelque chose qui pourrait laisser supposer qu'un jour, un voyage voire interstellaire soit possible ? Non. Alors, non, c'est pas un nom rédhibitoire. Ça veut dire que c'est pas, on peut imaginer des choses qui ressemblent à ce qu'on voit dans certains films de science-fiction. Les trous de verre,
pour faire du name dropping, ou les vaisseaux qui ont l'air d'aller plus vite que la lumière. C'est-à-dire, vu de loin, waouh, il va plus vite que la lumière. Mais en fait, sur place, localement, il n'a pas dépassé la vitesse de la lumière. Ça, c'est des choses qui rentrent dans le cadre de la relativité générale d'Einstein. Bon, ça veut dire que ce n'est pas un impossible au sens, ça viole les lois de la physique. Maintenant, pour réaliser ça, que ce soit un trou de verre ou ces choses qu'on appelle warp drive, en reprenant le mot de Star Trek, qui s'appelle en physique les warp drive, le voyage par déformation de l'espace. Ces choses-là, pour les réaliser en pratique, il faut être capable de manipuler des quantités de matière considérables dans des volumes petits, ça s'appelle des trous noirs. Donc les manipuler, vous en prenez un, vous le mettez là, vous le fabriquez, vous le mettez un là, enfin, vous voyez, je caricature un peu, mais voilà, il faut donc manipuler les trous noirs, comme vous manipuleriez, je sais pas moi, des blocs de cailloux. Et deuxièmement, parmi ces briques élémentaires qui sont des choses comme les trous noirs, pas des gros, hein, des petits trous noirs, un trou noir comme ça, quoi, qui fait la masse de la Terre. Voyez, un trou noir comme ça, là, qui fait 9 mm de diamètre, c'est la masse de la Terre. Donc, il faut manipuler des machins comme ça. Et puis, il y a autre chose à manipuler, c'est l'équivalent, mais avec faite d'une matière exotique, j'appellerais ça exotique, parce qu'on ne sait pas, on n'a aucune preuve qu'elle existe, dont l'énergie de masse est négative. Et la matière habituelle, l'énergie de masse est positive tout le temps. Donc, il faut manipuler les trous noirs de la masse de la Terre, gros comme un calot. Donc, après, c'est pas gros, ça tient dans la main, tout ça, mais vous voyez, ça pèse la Terre, donc il faut gérer un peu le coup. Et puis, deuxièmement, il faut manipuler la même chose, mais avec un truc, on ne sait même pas si ça existe. Mais si vous faites l'hypothèse que ce truc Zarbi, ça existe, et que vous mettez les trous noirs comme ci, comme ça, et que vous bricolez un peu, alors les trous de verre et les machins, on peut les faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que ça rentre dans le cadre. Donc oui, ça rentre dans le cadre d'une physique qu'on connaît, il n'y a pas de violation de la physique, mais vous sentez bien qu'en pratique, ça ne va pas être facile, quoi. Donc c'est une impossibilité de niveau... Il y avait le niveau 1, c'est horrible, quoi. Ça ne marche pas. Et le 2, ouais, c'est pensable, mais en pratique, c'est impossible. Puis le troisième niveau, c'est gentil. Peut-être on y arrivera un jour. C'est pas pour tout de suite, mais voilà. Le voyage interstellaire à basse vitesse, ça pourrait arriver dans 3 ou 4 siècles si la Terre est à la sortie de la rampe de lancement qu'elle suit actuellement. Basse vitesse, ça veut dire 1% des vitesses de la lumière. Enfin, basse vitesse au regard de la lumière. Pour nous, c'est déjà 100 fois, 1000 fois plus rapide que ce qu'on sait faire actuellement, quoi. Donc, c'est pas fait tout de suite, quoi. Voilà. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plus une constatation. Moi, je suis ce qu'on appelle une littéraire. Oui. Vous savez, oui. Celle qu'on oppose toujours aux scientifiques. Oui, oui, oui. Voilà. Et je suis quand même extrêmement frappée par le fait que... Bon, il se trouve que je lis quand même un peu de science-fiction, mais je suis toujours frappée par cette opposition science-fiction, d'un côté littérature. J'étais libraire en plus, alors je vous raconte pas. Il y avait la littérature et puis il y avait l'autre. Et le fait que finalement, la vulgarisation, comme vous faites, et les films populaires sont très populaires. On vous arrivez par le... Et comment vous expliquez le fait que, d'un côté, quelque chose de scientifique qui est quand même d'un très haut niveau passe par la culture populaire et est rejeté en même temps, on va dire, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, je pense que la science-fiction, dans la littérature... Elle a toujours été mal considérée, la science-fiction. En France, c'est pas vrai dans les pays anglo-saxons, mais ça a toujours été mal considéré, la science-fiction, dans la littérature, dans le champ de littéraire français, des littéraires. Et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Ça peut venir de plein de malentendus. Ça peut être par exemple une mauvaise traduction, une mauvaise compréhension de science-fiction. Quand en français on dit science-fiction, on entend une science fictive, une science fictionnelle. Donc un peu de la merde quelque part qui est autour du mensonge, de l'invention, tout ça, c'est pas très sérieux. Et puis bon, il faut reconnaître qu'il y a plein d'histoires de science-fiction, c'est quand même... Voilà, c'est pas, les grands stylistes sont un peu désolés du style de la science-fiction. Et pour les histoires, c'est pas des histoires très intéressantes. Mais parce qu'ils font, à mon avis, aussi un contresens de compréhension de ce que c'est. Alors que de côté science fiction, parce que la science-fiction, ça s'appelle science fiction. Son vrai nom, c'est né chez le mot est né chez les anglo-saxons. Le genre, ou le proto-genre, avant que ça s'appelle science-fiction, c'est né en France, en Angleterre, et en Europe en général, particulièrement en France, en Angleterre, en Belgique. Encore les Belges avec Rognier né. Donc en France, en Belgique. Donc... et en Angleterre. Donc, science fiction, en anglais, c'est une fiction scientifique, parce que la position de l'adjectif n'est pas au même endroit en anglais et en français. Blue car, une voiture bleue, quoi. Voilà, c'est avant ou après le nom. Et donc, selon comment on comprend les choses, si on traduit mal, si on ne fait pas l'effort de compréhension, on va comprendre de science fictive, on va comprendre quelque chose du mensonge, de l'invention, un truc pas clair, sans intérêt.
Et de l'autre côté, science fiction, c'est une fiction scientifique. Les Anglais appelaient ça scientific romance. Et en France, la science-fiction, avant de s'appeler science fiction, venue des États-Unis, par un luxembourgeois, lui, qui a immigré aux États-Unis, qui a nommé ce genre science fiction et qui a exporté aux États-Unis le genre qui s'appelait en France le merveilleux scientifique. Donc Jules Verne, alors pas Jules Verne, ce serait compliqué, mais bon, les trucs à la Jules Verne, mais pas Jules Verne, parce que Maurice Renard, qui a nommé ce genre de roman merveilleux scientifique, a dit Wells, c'est du merveilleux scientifique, Verne, c'en est pas. Et Verne disait Wells, c'est de la merde, parce que Wells, c'est de l'invention. Alors que moi, je parle du réel. Verne disait ça. Mais bon, bref. Donc, est-ce que Verne, c'est le père de la science-fiction? Lui-même dirait que non, parce qu'il était dans le réel. Et les gens qui ont promu cette littérature, qui a clairement pour inspiration l'aspect mettre de la technique dedans, que faisait Verne? Donc, Verne, d'une certaine façon, est quelque part lié à l'histoire de la science-fiction. Mais c'est pas, on ne peut pas le qualifier de père de la science-fiction. Enfin, c'est plutôt une mère, d'ailleurs, de la science-fiction. C'est Marie Shelley, en fait. Hein. Le premier roman authentiquement dans le genre de science-fiction, par la façon dont c'est traité, etc., les attendus, c'est Marie Shelley et Frankenstein. Bref, ça pour dire que... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a eu peut-être une mauvaise compréhension de la traduction, disons, enfin une mauvaise interprétation, et un contresens aussi, c'est que la science-fiction, c'est des histoires d'humains, et qui met les humains dans des situations qui ne se produiraient pas sans justement les aspects sciences et techniques. Alors que, je ne sais pas moi, si on veut parler de l'amour avec un robot, non, ça ne sera pas la littérature blanche qu'on parlera, quoi. Enfin, un robot avec une machine d'apparence humaine. La littérature blanche, elle n'en parlera jamais de ça. Ça ne la concerne pas. Par contre, la science-fiction, elle en parlera. Voilà. Et donc, ça crée des œuvres qui sont singulières et qui, du coup, parce qu'il y a de la technique dedans, ont, pas toujours, mais ont très souvent une tonalité politique, une résonance politique. Et que l'auteur exprime, ou l'autrice exprime, volontairement, ou elle est dans l'œuvre, parce que, bon, elle l'a écrite comme ça. Mais souvent, ils ont un arrière-plan, ils ont une idée derrière la tête. Alors que la littérature blanche, jamais c'est politique, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Alors si, stylistique, parce qu'on aime bien le style, où ça raconte des jolies histoires sympathiques qu'on a envie d'entendre, des histoires d'humains, de sentiments, etc. Mais c'est les mêmes chez les Grecs. Il n'y a pas eu d'invention de ce point de vue-là. C'est qu'une autre façon de dire les mêmes choses qu'on dit depuis 2000 ans. Et du point de vue stylistique, on reproche souvent la science-fiction de la part de style. Ça, c'est pas faux. Ils n'ont pas toujours un bon style. Il y a des très bons stylistes. Alors si on prend dans les auteurs récents, modernes, il y a Alain Damasio qui, lui, est un styliste. Mais c'est plutôt rare en science-fiction francophone et en science-fiction tout court anglo-saxonne, ou des traducteurs qui font des très bonnes traductions des auteurs américains. Il y en a évidemment qui font des très belles traductions, mais typiquement, et comme le style anglais n'est pas dément, le style français s'en ressent de facto, même en dépit des efforts de la traduction. Mais ce qu'on oublie, c'est que la science-fiction, ce n'est pas une littérature de style, c'est une littérature d'idées. C'est des idées qu'il y a derrière. Ça met des idées en scène. Alors, bien sûr, il y a aussi Star Wars, qui est bon. C'est sympa, Star Wars. Mais, je veux dire, c'est pas... voilà. On cherche avec peine les grandes notions nouvelles que Star Wars nous présente, à part, il y a les bons et les méchants, et à la fin, les méchants perdent. Et puis, il y a l'Empire, c'est les méchants parce que la République, c'était bien avant. Enfin, voilà, on cherche... Oui, non, mais... Asimov aussi, bon, bref. Donc, du coup, voilà, je pense que c'est des contresens sur ce qu'est la science-fiction, vraiment, et son intérêt intellectuel. Voilà. Mais ça change, hein, parce que comme disait l'autre, voilà, les idées nouvelles ne vainquent pas par la force de leurs arguments, mais par le décès de leurs adversaires. Non pas qu'ils soient provoqués, mais j'ai juste à attendre. Donc à la fin, si j'ose dire, excusez-moi, j'en fais partie, quand tous les vieux cons seront morts, qui n'aiment pas la science-fiction dans la littérature française ou à la Sorbonne seront morts, il y aura des chaires de science-fiction en France. Et il y en a déjà, il y a déjà des jeunes, j'en connais plusieurs, qui sont à la Sorbonne et qui explicitement, dans leur domaine de recherche, il y a des choses sur la science-fiction. Ils ne font pas que ça. Ils font aussi Proust et tout ça, les trucs sérieux. Mais il y a un peu de science-fiction dedans. Donc ça change très lentement. Le temps retrouvé, oui, c'est presque la Ah non, mais Proust, attends, mais respect. Mais je veux dire, j'ai une amie qui est une spécialiste mondiale de Proust. Et en fait, quand elle en parle, elle dit « Ah oui, mais c'est pas mal, Proust, finalement. » J'avais pas compris tout ça, mais ça a l'air bien. Je vais le relire. Donc, bien sûr, évidemment. C'est pas pour cracher sur la littérature blanche, évidemment. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, on vous remercie infiniment pour cette conférence tout à fait passionnante. Et avec un échange intéressant avec le public. Donc maintenant, on va essayer de conclure.
D'abord, je vous remercie d'être venu. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu difficile. On n'est pas encore sorti du Covid avec la 8e vague. On commence maintenant à voir le Covid pour les voitures qui ne vont plus fonctionner parce qu'elles n'ont plus d'essence. Mais le gouvernement dit que ça va se calmer. Alors, on va espérer. Donc je vais vous remercier. Je vais remercier aussi l'équipe de Gwenaël à la bibliothèque. Donc ce soir, il y a Isabelle, Greg et Ludivine que je vois là. Il faut les remercier beaucoup pour leur aide. Et pendant, mais je dirais surtout avant, pour l'organisation, les tableaux Excel, etc., etc. Donc je vous remercie. Je vous remercie aussi Guillaume, le régisseur du théâtre, qui nous est très utile et qui est extrêmement gentil. Et puis donc, je voulais vous dire, puisque vous êtes extrêmement fidèles, donc le programme, je vous l'ai déjà donné un peu, mais on a un petit peu avancé. Donc le mois prochain, alors je ne sais jamais les dates, je crois que c'est le 9 novembre. C'est un mardi parce que je sais qu'il ne peut pas venir les vendredis, mais c'est... donc ce sera Albert Moukébert. Il a déjà fait une conférence, mais c'était en vidéo. Ça n'avait pas trop bien marché, c'était compliqué. Ça s'appelle « Comment le cerveau nous trompe ». C'est absolument, absolument passionnant. Et là, je pense que ça sera encore plus passionnant parce qu'il va venir faire des tours de magie pour vous expliquer comment ça fonctionne avec le cerveau et comment on se fait toujours avoir par les magiciens. Et c'est... Vous connaissez Albert Moukébert? Oui, c'est très bien ce qu'il fait. Ensuite, on aura un remarquable historien qui s'appelle Pascal Horry, qui viendra parler d'un sujet qui est, je dirais, très au goût du jour, qui est la démocratie et le populisme, et définir un concept un peu original qu'il a de la démocratie autoritaire. Et en plus, il est membre de l'Académie française, donc il écrit assez bien. Mais en plus, il est passionnant. Je l'ai encore écouté récemment. C'est... Pardon ? Oui. Alors ensuite, on passera de la science pure. Alors là, je n'ai pas de date parce que Cédric Villani ne m'a pas encore répondu. Mais... oui. Oui, j'aime bien aussi Cédric Villani. Oui, voilà, j'ai son accord pour le moment, pour fin janvier, début février, mais on n'a pas encore réussi à fixer une date. Et puis ensuite, on aura Jean-Noël Fabiani, donc, qui est un peu moins connu, mais qui est quelqu'un qui est remarquable, qui est un chirurgien cardiaque qui fait partie de la grande école de Bruxelles de chirurgie cardiaque, qui a été chef de service de l'hôpital de chirurgie cardiaque à l'hôpital européen Georges Pompidou, et qui est en plus de son... Alors, il ne viendra pas vous dire comment on fait un triple pontage. Oui. Non, mais en plus, maintenant, ils sont très malheureux, les chirurgiens cardiaques, parce qu'avant, c'était très compliqué. Il fallait arrêter le cœur, enfin, ce qui est un peu compliqué quand même. Il y a quelques précautions à prendre. Et maintenant, en fait, ils passent, pour beaucoup de trucs, ils passent de l'extérieur, ils font juste un petit trou là, et ensuite, ils se débrouillent, on n'arrête plus le cœur. Mais il ne va pas vous parler de ça. Enfin, il pourra vous en dire un mot si vous le souhaitez, mais il va surtout vous parler d'histoire de la médecine. Il est actuellement professeur émérite et il enseigne l'histoire de la médecine à la faculté de santé de l'université Paris-Cité. Et c'est très intéressant parce qu'il connaît vraiment bien. Il écrit en plus des bouquins assez bien faits et entre autres des bandes dessinées. Donc voilà. Et puis pour le moment, c'est tout ce qu'on a, mais on a encore un certain nombre d'autres projets pour la fin. Voilà, pour la suite. Merci beaucoup et puis à très bientôt, j'espère.